Bonjour à tous et à toutes. Nous allons essayer quelque chose de nouveau, qui est un enseignement par enregistrement que j'enregistre chez moi. Et je suis bien désolée de ne pas pouvoir tous vous voir, mais je vais essayer de transmettre ce que j'avais préparé pour ce cours du 27 mars à Paris Diderot sur la question de l'obésité, que j'ai intitulé en sous-titre « Ces corps gros de la jouissance ». Il n'est pas habituel de traiter de l'obésité dans les enseignements de psychopathologie. C'est un symptôme un petit peu à part, mais c'est un symptôme qui représente un fléau majeur de santé publique en France et dans différents pays du monde. Et je remarquais aussi que plus de 83% des patients hospitalisés en réa au moment de l'épidémie du Covid sont en situation d'obésité. Donc c'est vraiment un symptôme sur lequel il nous faut nous pencher. Je vais vous amener d'abord quelques éléments d'épidémiologie. C'est une maladie chronique qui touche en France 8 millions de personnes et 2 milliards dans le monde. Et à Paris, s'était tenu le 4 mars, 15 jours avant le confinement, le 4 mars 2020, une journée mondiale contre l'obésité. Sa prévalence reste stable actuellement, mais ce que l'on remarque, c'est que celle de l'obésité très sévère augmente. Le grand public et certains professionnels de santé ne la considèrent pas comme maladie, mais plutôt comme symptôme. C'est une pathologie complexe, aux causes multiples, génétiques, métaboliques, psychologiques, environnementales. Et l'Union européenne, dont la France, a signé un engagement à diminuer de 15% ce surpoids chez les adultes et 20% chez les enfants d'ici à 2030. Mais cette, entre guillemets, grossophobie reste toujours d'actualité. Le premier bilan obésité piloté par le professeur Arnaud Badevant a permis de 2010 à 2013 la création de centres spécialisés de l'obésité, CSO, de façon à prendre en charge ces obésités sévères, entendues alors comme maladie. Ces centres organisent la prise en charge médicale et chirurgicale de l'obésité des enfants et des adultes et ils ont 3 missions. Recours pour les cas les plus complexes, maillage territorial et organisation des filières et la 3e mission, enseignement et recherche. Les pouvoirs publics se sont aussi engagés autour de la prévention et de sa prise en charge. De manière récente, le 8 octobre 2019, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, en a présenté une feuille de route qu'elle a intitulée « Prise en charge de l'obésité 2019-2022 ». Comment définir l'obésité ? L'obésité, elle se définit de manière mathématique par un index corporel supérieur à 30. L'index corporel, c'est un chiffre que l'on obtient par la division du poids d'un individu par la taille au carré. Et son étymologie vient du latin obesus, qui signifie bien nourri, gras. Ces causes de l'obésité vont être multifactorielles, psychiques, sociales. Et il y a 2 à 4 fois plus d'obésité aussi dans les milieux les plus défavorisés. Sa prise en charge doit être multidisciplinaire avec un suivi psychologique, des consultations de nutrition et une activité physique bien sûr adaptée. Le recours à la chirurgie bariatrique est de plus en plus fréquent. On y a recours par exemple de 4,5 fois plus en 10 ans. C'est un type de chirurgie sur l'estomac que l'on appelle l'anogastrique ou le bypass ou le sleeve, donc différentes techniques qui visent à restreindre l'absorption des aliments qui vont diminuer donc les apports caloriques journaliers
et qui vont modifier l'anatomie du système digestif de manière plus ou moins réversible, et il faut le savoir. Il y a deux types de techniques, soit restrictives qui visent à réduire la capacité gastrique, une technique mixte qui associe à cette réduction gastrique la création d'un système de dérivation dans le tube digestif. La chirurgie va aussi et surtout nécessiter une prise en charge pluridisciplinaire, structurée en pré- et post-opératoire. Ces chirurgies sont rarement délabrantes au niveau du corps puisqu'elles se pratiquent sous laparoscopie, c'est-à-dire sans ouverture du corps, par célioscopie, mais ce qui va être modifié, c'est l'image du corps. Dolto avait écrit un livre important sur l'image inconsciente du corps. Cette chirurgie est intéressante dans les formes sévères puisqu'elle va diminuer sensiblement la mortalité et la morbidité cardiovasculaire. La récidive de l'obésité se voit aussi très peu dans ces cas, dans moins d'un cas sur 10 sur le long terme, donc peut être intéressante pour les formes très sévères. Voilà pour quelques points d'épidémio, et nous allons aborder la psychopathologie. Et cette étude de la psychopathologie des sujets ne doit pas être confondue avec la recherche d'éventuelles causes psychologiques. Et la plupart des travaux ont renoncé à établir des rapports de cause à effet linéaires entre types de personnalité ou traits psychologiques et statut pondéral du sujet. On peut toutefois décrire un paysage ou un climat psychique suivant l'intention de l'inconscient. Et pour chaque situation clinique, il faut prendre en compte les dimensions culturelles, sociales, biologiques. Les particularités neurobiologiques, psychologiques, comportementales et émotionnelles restent à explorer. Donc c'est un champ qui est, je dirais, qui est ouvert sur la recherche. Un lien semblerait s'établir entre les troubles du comportement alimentaire, les perturbations de l'image du corps en lien avec l'estime de soi et la possible stigmatisation. Ce sont des concepts qui sont largement partagés avec la maladie addictive. Et le caractère commun à de nombreuses études est de présupposer que l'obésité serait un comportement plus ou moins perçu comme déviant ou addictif, pouvant être modifié. Je dirais dans les études comportementales et cognitivistes d'aujourd'hui. Le champ psychanalytique peut être tout à fait autre. L'obésité n'est pas un simple trouble du comportement, mais il signifie une difficulté du rapport du sujet à son propre corps. Et un sujet qui ne peut s'aborder, comme l'a rappelé Lacan, que par la parole. Donc, j'essaierai d'aborder aujourd'hui les apports de la théorie psychanalytique qui pourraient être aidants pour la compréhension et la prise en charge de ces sujets. Le corps, c'est le réel, rappelle aussi Lacan. Il résiste au contrôle et à la maîtrise. Et j'ai tenté de dégager, à partir de ma clinique, différents axes d'orientation psychopathologique. L'obésité dans les addictions, l'obésité suite à des antécédents d'abus sexuels que j'ai très souvent vus, les obésités rebond à la suite de deuils difficilement symbolisables, et l'obésité dans le cas particulier de la psychose, qui peuvent être secondaires aux prises médicamenteuses neuroleptiques ou en lien avec le lien à l'objet, au grand autre maternel. Dans l'obésité et l'addiction,
Les adolescents, c'est une réflexion qui me venait aussi suite à... Cette année, j'ai observé de plus en plus de demandes de travail de la part d'adolescents de 17 ans, de l'âge de 17 ans, totalement perdus et souvent en décrochage scolaire et dans des fuites addictives. Et la réflexion que je me posais, c'était l'adolescent et le jeune adulte d'aujourd'hui seraient-ils plus facilement soumis au risque de développer des addictions? C'est dans ça que je remercie Eric Toubiana d'avoir mis en place ce DU, je pense, sur l'addiction qui est très important dans la clinique d'aujourd'hui. La profusion des objets mis à notre disposition, l'engouement pour le numérique et Internet laisserait présupposer que oui, offrant une prothèse imaginaire à des égos fragiles et en plein développement. La période de l'adolescence est une période de remaniement identitaire. Les conflits psychiques précoces de la petite enfance sont réactivés et retraversés de manière constructive, permettant l'intégration des mouvements psychiques internes. C'est une épreuve intersubjective fondamentale, dont le dépassement permet l'inscription dans l'ère culturel, dans le symbolique. L'enjeu pour l'adolescent est de construire son identité et de prendre sa place dans la société. Il est aussi confronté à une difficulté d'intégration de son corps génital sexué, de ce corps qui change trop rapidement. La fuite vers les addictions qui semblent en augmentation, donc, qui permettent de remplir le vide de la subjectivité non encore construite, où le repli sur l'écran peut devenir solution à l'angoisse, à la séparation. Et je trouve aussi intéressant à constater dans ce temps de l'épidémie de coronavirus et de repli dans le confinement, je trouve que bon nombre d'adolescents se réveillent, voilà, qui peut être un réveil salvateur de prise de conscience de la réalité extérieure qui leur permet, pour certains, de sortir de ces fuites addictives. La dépendance, il faut savoir que c'est un temps premier du développement de l'être humain qui arrive immature à la vie. La dépendance appartient à ce temps premier de l'aliénation décrit par Lacan, inscrit dans le champ de l'imaginaire, avant le deuxième temps, celui de la séparation, qui va s'accompagner de l'autonomisation et de l'inscription dans le symbolique. Ce temps de construction de soi est un temps nécessaire, absolument, dont l'homme ne pourra pas faire l'économie, même si les promesses de la science et de l'économie libérale promettent le contraire dans le projet de l'homme augmenté. Cette dépendance affective peut quelquefois créer des situations destructrices pour le sujet lorsque la contrainte de répétition, sous-tendue par la pulsion de mort, insiste à faire retour. La destruction œuvre aussi au cœur des dépendances addictives. Je ne sais pas si vous avez vu le film Addiction. C'est un destin de deux frères brillants qui va être brisé du fait du symptôme d'un des deux, de l'addiction de Max, drogué et junkie, qui va entraîner dans sa jouissance mortifère son frère Adam, qui était pourtant promis à une carrière de médecin. Le destin des deux jeunes hommes va se briser sur ce symptôme. Et le symptôme de l'addiction maintient dans l'économie psychique l'objet hallucinatoire de la satisfaction et du plaisir. Objet oral, le plus souvent le premier objet dans l'alimentation, de jouissance, de satisfaction orale, avec la première jouissance du nouveau-né étant représentée par ce temps de succion. Remettre
en scène sans arrêt cet objet comblant, hallucinatoire de la satisfaction et du plaisir, évite la nécessaire coupure et cette nécessaire séparation. Il s'agit ici d'un mode de défense maniaque, d'évitement. Ces modes de défense maniaque qui avaient été décrits par Mélanie Klein. Dans la toute-puissance, le clivage, le déni, voilà. Plutôt que d'un désir masochiste de se faire du mal dans ces mécanismes d'addiction, ce que l'on retrouve dans le terme toxicomanie. Mais cet évitement de la séparation n'est pas pris dans un processus de construction, dans un processus de réparation, mais plutôt dans un processus de destruction, tant que le déclic de la pulsion de vie ne prend pas le pas sur celui de la pulsion de mort. Le sujet est esclave de son objet. J'avais publié en 2014 un ouvrage sur l'énigme de la pulsion de mort aux éditions du PUF. Addiction, dans son étymologie, vient du mot addictus, qui signifie qu'un individu est donné en esclavage. Et le sujet addicté est esclave d'une seule solution pour échapper à la douleur mentale, dit Joyce McDougall. Je vous cite une de ces phrases écrites dans un article que je vous recommande, L'économie psychique de l'addiction. Elle dit « L'économie addictive vise la décharge rapide de toute tension psychique, que sa source soit intérieure ou extérieure. La solution addictive devient pour elle une solution somatopsychique au stress mental, que ce stress soit la douleur, le conflit ou l'excitation. Le sujet est incapable de contenir, d'internaliser et d'élaborer les conflits, les émotions et les affects. La solution addictive permet de mettre à distance, en fait, vous voyez, de cette manière, les affects. Mais cette solution addictive, qu'elle qualifie de solution infantile de résoudre les conflits, entraîne la personne vers une quête de soulagement effrénée et impossible, et une quête qui s'accélère aussi. On ne peut pas mettre impunément à distance sa vie psychique. Ce que semble aussi proposer de manière illusoire l'ère à venir du numérique et qui nous promet, à mon avis surtout, une population d'addictés de plus en plus nombreuses. Dans le cas particulier de la boulimie et de l'anorexie, prendre du poids est en lien avec l'incorporation, la pulsion d'emprise et l'objet oral. Ingérer sans limite, au-delà de la satiété, dans une compulsion non maîtrisable, constitue le symptôme boulimique qui alterne le plus souvent avec l'anorexie. J'avais écrit un article sur le sujet et j'avais travaillé le roman d'Oswald Wind intitulé « Une odeur de gingembre ». L'héroïne, Marie, une jeune Anglaise expatriée en Chine au début du siècle, décrit à propos de sa deuxième rencontre à son amant japonais Kentaro, un officier qu'elle rencontrait en secret dans les montagnes sacrées. Kentaro et moi sommes restés main dans les mains à nous regarder. Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là était une sorte de faim. Et je me suis souvenue avoir éprouvé la même sensation quand je grimpais sur ce sentier dans les collines de l'Ouest. Cette jeune femme n'utilise pas d'autres mots pour décrire son désir sexuel pour cet homme. Jones a été le psychanalyste anglais qui a le plus insisté sur l'organisation particulière de la sexualité féminine, restant pour lui plus dépendante de l'homme des pulsions et dans une intrication des schèmes archaïques, oraux et vaginaux. Et
lorsque le sujet n'est pas suffisamment construit, subjectivé, Gérard Pommier avait utilisé le terme de sujet de la pulsion. Et moi, j'utilise le terme de sujet non encore déterminé, hein, dans son identité sexuée, féminine ou masculine. Donc, le sujet de la pulsion non encore déterminé féminin utilise souvent les voies symptomatiques de ce symptôme d'anorexie et de boulimie. L'image du corps gros est une atteinte narcissique, mais pardon, excusez-moi. Cherchez ma page. Mais oui, cette image du corps gros, elle traduit le rapport du sujet à la castration. Et elle peut être aussi le signe du refus du féminin. La pulsion orale incandescente poussée vers les extrêmes de la dévoration, de l'autodévoration ou de la fermeture totale à la pulsion dans un mouvement de répression. L'appareil psychique est alors incapable de remplir son rôle habituel de régulateur. Et le sujet subit les poussées instinctuelles dans un état d'impuissance analogue à celui du nouveau-né. Tout se passe comme si le corps devenait alors le point d'impact des phénomènes pulsionnels déchaînés, décrit Léon Kreisler dans un ouvrage intéressant, L'enfant psychosomatique. Ces symptômes de boulimie comme d'anorexie sont essentiellement des symptômes d'une pathologie de l'adolescence féminine. C'est un symptôme qui prend à partie le corps de manière criante, ce corps réel. Ces sujets sont pris dans une situation d'impasse. Et d'impasse dans une modalité de jouissance pulsionnelle. Voilà le sous-titre de mon écrit, ces corps gros de la jouissance. Hein. Ils sont enferrés dans cette jouissance pulsionnelle où le conflit psychique interne s'exprime par une dénégation du corps réel, dans un déni du comportement aussi qui l'implique. La SEG, à qui l'on doit dans les années au XIXe siècle, 1873, à qui l'on doit l'une des toutes petites premières descriptions cliniques complètes, avait bien compris que le patient peut traduire un malaise d'une autre nature par une exagération ou une diminution de l'appétit en fonction d'une rationalisation qu'il avait appelée hypothèse théorique ou instinctive. On le trouve dans les archives de médecine. Philippe Jamet a relié, lui, l'accroissement actuel de ces pathologies aux transformations profondes environnementales, donc des modes de vie et des relations intrafamiliales, et aux échanges relationnels vivants et diversifiés, potentiellement conflictuels, ouverts au changement et à la découverte, se substitue le repli sur soi et sur les objets de substitution qui ont en commun de se prêter à une relation de maîtrise. Les relations vivantes font place aux relations d'emprise et aux émotions se substitue la quête de sensations. Ce sont donc des pathologies du sujet postmoderne qui seraient plus en prise avec l'objet. Un crash dans l'objet pulsionnel du sujet de tous les temps de l'histoire, se demande Gérard Pommier dans un ouvrage, dans un texte paru à Figures de la psychanalyse sur l'objet en psychanalyse, intitulé « Attention, l'objet d'amour est
un sujet et non un objet. Donc attention de ne pas se tromper. Freud avait parlant de l'anorexie dans le manuscrit G en 1895, a comparé la névrose alimentaire à la mélancolie, surtout dans l'anorexie. L'anorexie des jeunes filles m'apparaît après observation comme une forme de mélancolie chez des sujets à sexualité encore inachevée. L'affect qui correspond est celui de la perte. La femme utilise son corps comme un propre objet, rappelle aussi Michel Montrelet dans L'ombre et le nom. Le trop de réel est donc ce réel pulsionnel archaïque. Je vais commencer à vous illustrer ces propos avec un cas clinique d'une jeune patiente que j'ai appelée Elisa. Elisa, j'ai commencé à la recevoir il y a une dizaine d'années. Elle était alors âgée de 16 ans et elle souffrait depuis l'âge de 5 ans de se faire mal de manière compulsive jusqu'à se stranguler avec les foulards de sa mère et d'arrêter de manger depuis qu'elle jouait à faire la morte avec son grand frère Mathieu qui avait 7 ans de plus qu'elle et qui jouait, lui, à creuser des tombes dans le jardin dans lequel les deux enfants fascinés par la mort s'allongeaient. Et depuis le départ de ce frère pour ses études, qui a été vécu comme un abandon, et qu'il avait laissé seul face au couple parental et surtout à sa mère, Elisa se scarifiait toutes les nuits depuis 3 ans, dans un rituel identique. Elle appelait ses parents du haut de l'escalier, les vêtements et le corps imbibés de sang. Le père, viens voir, dit-elle, vacille, dit-elle, et tente de calmer ses angoisses. Donc vous entendez bien qu'elle faisait vaciller le père. Et il y avait peut-être un moment de jouissance inconsciente dans ce fonctionnement. Elle a eu à ce moment-là aussi une période de boulimie qui a fait gonfler, dit-elle, son corps jusqu'à 75 kilos. Et elle est arrivée, me dit-elle très fière, à reprendre la maîtrise et à arrêter de manger, se sentant alors plus forte et euphorique, faisant succéder à cette première phase de boulimie une phase d'anorexie. Dans ces moments-là, elle observait avec satisfaction et jouissance ses parents, entre guillemets ce sont ces mots, transis d'amour pour elle. Elisa est donc alors toute puissante. Elisa est une grande jeune fille originaire de l'Est et dès le début de sa puberté, bien évidemment refusée, elle se sentait disproportionnée dans sa classe. Et ce féminin a été très méprisé par ce frère idéalisé qui la sadisait, la maltraitait, et par sa mère, grande femme revêche et autoritaire, qui lui bandait les seins et qui l'habillait des vêtements du frère. Elle se soumettait facilement aussi à ce jeu qui lui permettait de prendre la place, je dirais la place phallique de ce frère totalement investi par la mère. Le père était soumis et effacé, et le couple parental semblait avoir totalement figé et arrêté le symptôme autour de la fille. Quelquefois, les enfants font symptôme du couple parental. Il y avait donc un confinement imposé, plus de sortie à l'extérieur ni de vacances. Le symptôme faisait donc toute sa loi. Elisa, la première fois que je la reçois, est très en souffrance. Et à la première séance, elle me dit « ça crie dedans ». Je l'entends, elle s'émeut. Ce cri, c'est le réel. L'espace est libre
ici, je lui dis alors. Et Elisa vient parler à chaque séance. Elle amène des dessins ou des poèmes. Et sur ces dessins, le corps représenté est soit un amas de chair lacérée, ou un squelette sans tête, ou avec une tête barrée. Ça jouit donc, où ça ne peut plus se penser, dans l'autre, là où on ne peut être qu'absent. Elisa se sent enfermée au-dedans du corps, éprouve des angoisses de déréalisation et se sent totalement pourrie de l'intérieur. Elle se sent sale, est obsédée par des idées de défécation et prend plusieurs douches par jour. Ce corps, amas de chair, c'est ce corps vécu comme un sac de putréfaction, un sac rempli de verre grouillant. Le transfert est massif dès la première séance. Elle revient à la deuxième séance en me disant « Je veux vous épouser ». Je ne réponds bien sûr pas. Mais la rencontre à l'autre, à un autre petit autre, n'est pas fermée. Je reviens un petit peu sur cette phrase « Je veux vous épouser ». Donc le désir en arrivant à la séance était un désir de retrouver une jouissance incestueuse avec une mère toute puissante, où j'étais placée en position de mère dans le transfert. Lacan avait défini 3 temps pour la jouissance, un temps le premier qui est le temps de la jouissance incestueuse, un deuxième temps qui est le temps de la jouissance phallique, et le troisième temps qui est celui d'une jouissance autre, dont Lacan avait comparé la jouissance de certaines femmes qui accèdent à la jouissance des mystiques. Donc Elisa a de nombreux petits amis, multiples, et elle a avec eux une sexualité dont elle dit de copulation. Et avec l'un de ses derniers petits amis, elle a ressenti pour la première fois le plaisir et la jouissance, l'arrachant enfin à elle-même, et à sa position d'être le corps d'un enfant joui par l'autre, le premier autre, la mère. Je vais donc arrêter ce premier temps sur cette scène et nous allons reprendre dans un deuxième temps d'enregistrement. À tout de suite.